2 appartements, même immeuble. Porte de gauche, 3 200 € net par mois. Porte de droite, 1 900 € net par mois. Tu sais déjà lequel a le plus d'argent. Tu te trompes. Tu entres dans l'appartement de gauche et tu vois un écran 75 pouces fixé au mur, un canapé en cuir à 2 500 €, une cuisine remplie de gadgets, la machine à expresso, la friteuse à air, le robot pâtissier, la plupart utilisés 2 fois. Maintenant rangés dans un placard, comme les trophées d'une vie qui devait se sentir mieux qu'elle ne se sent. Le box en sous-sol, 80 € par mois, déborde d'objets qui n'ont pas bougé depuis 2 ans. Cette personne ouvre son application bancaire avec un nœud dans l'estomac. Elle a 1 400 € d'épargne. 2 mois sans salaire, et tout s'effondre. Elle gagne 3 200 € par mois. Et elle est, objectivement, à court d'argent. Tu entres dans l'appartement de droite, et tu remarques quelque chose immédiatement, de l'espace. Un canapé simple, un écran raisonnable, une cuisine avec exactement les outils qu'on utilise vraiment, un bon couteau, une cafetière à 25 € qui fonctionne parfaitement. Cette personne ouvre son application bancaire avec une tranquillité calme. Elle a 11 mois de dépenses en réserve. Elle investit 18% de chaque salaire. Elle dort la nuit sans faire de calculs mentaux sur la prochaine échéance. Même immeuble. La personne qui gagne presque 2 fois moins a 10 fois plus de sécurité financière. Et si tu les rencontrais tous les deux à un dîner, tu penserais que le premier s'en sort mieux. Parce qu'il a les signes visibles de la réussite. Il a les choses, il a le style de vie, il a tous les marqueurs visibles du succès financier. Mais la sécurité financière est invisible. Et l'écart entre paraître riche et l'être réellement, c'est l'écart le plus cher de toute ta vie financière. Aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement pourquoi les gens qui gagnent moins finissent avec plus. Plus d'épargne, plus de liberté, plus d'options, plus de paix. Et ce qu'ils comprennent sur l'argent que les hauts revenus n'apprennent jamais jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La première personne n'est pas irresponsable de façon évidente. Elle ne joue pas, elle n'a pas d'addiction coûteuse, elle ne fait pas de dépenses catastrophiques. Elle a simplement, progressivement, imperceptiblement, construit un style de vie qui exige chaque centime qu'elle gagne pour survivre. Le style de vie a grandi avec chaque augmentation, chaque prime, chaque promotion. Et maintenant, c'est le style de vie qui commande. C'est lui qui dicte quel poste elle peut accepter. C'est lui qui décide quelle prise de risque elle est capable d'assumer. C'est lui qui répond à la question: est-ce que je peux dire non? La seconde personne a découvert quelque chose que la plupart des hauts revenus ne comprennent jamais. Posséder moins ne veut pas dire vivre moins bien. Ça veut dire vivre délibérément. Et vivre délibérément crée une marge financière que la plupart des gens, même ceux qui gagnent le double, n'expérimenteront jamais. Cette marge, c'est tout le jeu. Pas le revenu, pas les rendements, pas la stratégie d'investissement. La marge, l'écart entre ce que tu gagnes et ce dont tu as besoin. Tout le reste, l'investissement, la capitalisation, la liberté financière, est en aval de cet écart. Si l'écart n'existe pas, rien d'autre ne fonctionne. Il y a un concept que je veux t'introduire et qui va recadrer ta façon de penser chaque achat que tu feras pour le reste de ta vie. Chaque objet que tu possèdes te coûte de l'argent 2 fois. Le premier coût est évident, c'est le prix d'achat, le chiffre sur le ticket de caisse, le montant qui quitte ton compte. Tout le monde voit ce coût, tout le monde l'intègre dans sa décision. C'est le coût que le magasin te montre, le coût que ton cerveau ancre, celui que tu utilises pour décider si ça vaut le coup. Mais voici la vérité que personne ne raconte. Il y a un second coût, que la majorité des gens ignorent complètement. Et pour beaucoup d'objets, ce second coût est plus élevé que le premier. Le second coût, c'est le stockage. Chaque objet que tu possèdes occupe de l'espace. L'espace coûte de l'argent. Dans les grandes villes françaises, le coût implicite de l'espace résidentiel tourne autour de 100 à 150 € par mètre carré par an. Un vélo d'appartement prend environ 2 mètres carrés. C'est 200 à 300 € par an de loyer implicite que tu paies pour stocker un équipement qui devient statistiquement un porte-vêtements dans les 6 mois. Tu ne paies pas seulement pour le vélo. Tu paies le loyer du studio du vélo. Le second coût, c'est l'entretien. Chaque objet demande une forme de maintenance. Il doit être nettoyé, réparé, mis à jour, assuré. La voiture qui dort dans le garage coûte l'assurance, le contrôle technique, l'entretien annuel, même si tu ne l'utilises que 2 fois par mois.
Le compteur tourne que tu l'utilises ou pas. Le second coût, c'est l'énergie mentale. Personne ne calcule ça, parce que ça n'apparaît pas sur un relevé. Mais chaque objet que tu possèdes occupe une petite part de ta bande passante cognitive. Il doit être organisé, retrouvé, assuré, réparé et finalement éliminé. Des chercheurs ont démontré que le désordre visuel augmente mesurément les niveaux de cortisol et réduit la capacité du cerveau à se concentrer et à prendre des décisions. Tes affaires te stressent littéralement, d'une façon que tu ne perçois pas consciemment. Et puis, le second coût le plus grand, c'est le coût d'opportunité. Chaque euro immobilisé dans une possession est un euro qui n'est pas investi. Ce home gym à 3 500 euros, celui qui semblait un investissement intelligent pour ta santé, aurait pu être 3 500 euros dans un ETF. À 8% de rendement annuel moyen, ces 3 500 euros deviennent environ 11 500 euros en 15 ans. Tu n'as pas juste acheté des haltères. Tu as acheté des haltères à la place de 11 500 euros de richesse future. Le tapis de course n'a pas coûté 800 euros. Il a coûté 800 euros, plus le stockage, plus l'entretien, plus l'énergie mentale, plus les 2600 euros que cet argent aurait généré. Le ticket t'a montré 800 euros. Le vrai coût était plus proche de 5000 euros. Quand tu additionnes ces coûts cachés, stockage, entretien, énergie mentale, coût d'opportunité, beaucoup de possessions coûtent plus à posséder sur leur durée de vie qu'elles n'ont coûté à l'achat. Le prix d'achat n'est que le droit d'entrée. C'est l'équivalent financier de la mort à 1000 coupures. Aucune coupure ne te tue seule, mais 1000 d'entre elles te saigneront à blanc. Petite pause. Si cette vidéo t'aide à voir l'argent autrement, abonne-toi maintenant pour aller plus loin ensemble. Les gens qui ont toujours de l'argent, ceux qui semblent en avoir plus que leurs revenus ne le suggèrent, ont fait ce calcul. Peut-être pas explicitement, peut-être pas sur une feuille de calcul, mais intuitivement, ils ont internalisé que la possession a un coût qui va bien au-delà du ticket de caisse. Et ils ont décidé, consciemment, délibérément, que la plupart des choses n'en valent pas la peine quand on calcule le vrai prix. Ça mène à la première règle qui sépare ceux qui ont toujours de l'argent de ceux qui n'en ont jamais, peu importe le revenu. Calcule le coût à l'usage avant tout achat. Avant d'acheter quoi que ce soit, estime combien de fois tu vas réellement l'utiliser. Pas combien de fois tu espères l'utiliser. Pas combien de fois la meilleure version de toi-même l'utiliserait. Combien de fois tu l'utiliseras vraiment, avec ta vraie vie et tes vraies habitudes. Divise le coût total, coût caché inclus, par ce chiffre. Ça te donne le coût à l'usage, la seule mesure honnête de la valeur. Une veste à 100 euros portée 2 fois coûte 50 euros à l'usage. Une veste à 200 euros portée 100 fois coûte 2 euros à l'usage. La veste chère est en réalité 25 fois moins coûteuse dans tout sens qui compte. Ce gadget de cuisine à 300 euros que tu utiliseras 3 fois par an coûte 100 euros à l'usage. Pendant ce temps, un ustensile à 5 euros utilisé chaque semaine coûte 10 centimes à l'usage la première année. Les mathématiques coupent à travers le marketing, l'émotion et la pression sociale. Elles révèlent ce qui a vraiment un sens financier par rapport à ce qui t'a simplement excité en magasin. Tout n'est pas un gaspillage. Les mathématiques te montrent simplement lesquelles ne le sont pas. Voici la deuxième règle, et elle exige une honnêteté inconfortable. Applique le test de remplacement à tout ce que tu possèdes. Fais le tour de chez toi. Regarde chaque objet. Pose-toi une seule question. Si cet objet disparaissait aujourd'hui, juste disparu, est-ce que je dépenserais de l'argent pour le remplacer? Sois honnête. Est-ce que tu rachèterais vraiment cet appareil à raclette? Est-ce que tu remplacerais ce livre de développement personnel que tu n'as jamais ouvert? Est-ce que tu racheterais ces vêtements que tu n'as pas portés depuis plus d'un an? Pour la plupart des objets, la réponse honnête est non. Tu ne les remplacerais pas. Ils existent dans ta vie par inertie, pas par intention. Ces objets ont une valeur négative. Ils te coûtent de l'espace, de l'énergie mentale, de l'entretien, sans aucun bénéfice correspondant. Les gens qui ont toujours de l'argent n'évitent pas seulement d'acheter des choses inutiles. Ils éliminent activement les choses inutiles. Ils vendent ce qui a de la valeur, donnent ce que quelqu'un d'autre pourrait utiliser et jettent ce qui ne sert personne. Et le résultat n'est pas la privation, c'est la clarté. Les décisions semblent plus simples. Le ménage prend 2 fois moins de temps. Tu sais où tout est, parce que tout ce qui reste a un but. Règle 3. Ne jamais upgrader par ennui. Il y a un schéma que je vois constamment chez des gens qui gagnent bien mais n'accumulent rien.
Ils remplacent des objets parfaitement fonctionnels parce qu'ils s'en sont lassés. Leur télévision fonctionne parfaitement, mais le nouveau modèle a un contraste légèrement meilleur. Leur téléphone tourne sans problème, mais la dernière version a un appareil photo marginalement amélioré. Leur voiture est fiable, mais le nouveau millésime a un design actualisé. Ces upgrades semblent des améliorations. Ils semblent du progrès. Ils semblent une façon de se faire plaisir. Ce qu'ils sont réellement, c'est de la destruction de richesses déguisée en cycle de mise à niveau. Les gens qui ont toujours de l'argent ont une règle stricte. Ne jamais remplacer quelque chose qui fonctionne encore correctement. Le téléphone qui passe des appels, envoie des messages et fait tourner des applications n'a pas besoin d'être remplacé parce qu'un nouveau modèle existe. La voiture qui te transporte de façon fiable n'a pas besoin d'être remplacée parce que le voisin en a acheté une plus brillante. Le Français moyen remplace son téléphone tous les 2 ou 3 ans, souvent pendant que l'ancien fonctionne parfaitement. Sur 30 ans, ce schéma coûte entre 15 000 et 25 000 euros en upgrades inutiles. Applique le même cycle d'upgrade aux voitures, aux meubles, aux électroménagers et aux vêtements. Et le gaspillage sur une vie dépasse facilement 100 000 euros. 100 000 euros. Pas en étant irresponsable, pas en faisant une erreur catastrophique. Par une série de petits upgrades socialement acceptables qui semblaient chacun complètement raisonnables sur le moment. Les gens qui ont toujours de l'argent définissent casser différemment. Un objet doit être remplacé quand il ne parvient véritablement plus à remplir sa fonction requise. L'ennui n'est pas une panne. L'envie de nouveauté n'est pas une panne. L'existence d'une version plus récente n'est pas une panne. Tout le reste, c'est du marketing conçu pour résoudre un problème que tu n'as pas. Règle 4. Crée de la friction pour dépenser et de la facilité pour épargner. Le comportement humain suit le chemin de moindre résistance. Ce n'est pas un défaut de caractère. C'est la façon dont le cerveau est câblé. Si dépenser est facile et épargner est difficile, tu dépenseras. Si épargner est facile et dépenser est difficile, tu épargneras. Ils ne comptent pas sur la volonté. Ils conçoivent des systèmes. La friction à la dépense ressemble à ça. Supprimer les cartes bancaires enregistrées sur Amazon et les autres sites, pour que chaque achat exige de saisir manuellement les coordonnées. Instituer une période d'attente de 48 heures avant tout achat non essentiel. Supprimer les applications de shopping de ton téléphone. Se désabonner de toutes les newsletters promotionnelles. La facilité à l'épargne ressemble à ça. Des virements automatiques vers un compte d'épargne ou d'investissement le jour du salaire, avant même de voir l'argent sur ton compte courant. Ne gardez que de petites sommes sur les comptes facilement accessibles. Traitez l'épargne comme une facture fixe, pas comme une réflexion après coup. Ces changements structurels importent plus que la volonté, parce que la volonté est une ressource qui s'épuise. Elle s'use chaque jour, surtout quand tu es fatigué, stressé ou émotionnel, et c'est précisément quand la plupart des dépenses impulsives se produisent. Celui qui compte sur sa volonté pour éviter les achats inutiles finira par échouer. Celui qui a supprimé les apps et retiré les cartes enregistrées ne peut simplement pas acheter impulsivement à ce moment-là. L'option n'existe plus. La règle des 48 heures seule élimine environ 70% des achats impulsifs. La plupart des envies d'objets s'estompent dans la journée si on n'y répond pas immédiatement. L'envie n'a jamais été à propos de l'objet. C'était à propos du sentiment émotionnel immédiat de décider d'acheter. Retire la possibilité d'agir sur cette impulsion instantanément, et le désir se dissout souvent de lui-même. Règle 5. Définis assez avant que ton revenu augmente. Voilà le piège qui attrape constamment les hauts revenus. Et c'est ce piège qui explique pourquoi des gens qui gagnent 3 200 euros finissent avec moins que des gens qui en gagnent 1 900. Ils n'ont jamais défini à quoi ressemble assez. Alors ils continuent à dépenser davantage, sans jamais arriver à la satisfaction. Leurs revenus augmentent. Alors ils upgradent leur style de vie. Le nouveau style de vie devient la base. Ils ont besoin d'une autre augmentation pour ressentir le moindre progrès. Ce cycle continue indéfiniment. Des gens qui gagnent 10 000 euros par mois se sentent aussi stressés financièrement que des gens qui en gagnent 2 500, parce que leurs attentes ont gonflé en parallèle de chaque augmentation. Les gens qui ont toujours de l'argent brisent ce cycle en définissant assez à l'avance. Ils décident avant que leurs revenus augmentent à quoi ressemble un logement suffisant. Quel type de voiture répond à leurs besoins? Quel niveau de confort matériel constitue une vraie satisfaction?
Puis il gagne en visant cette cible, plutôt que de la déplacer constamment. Ça peut vouloir dire décider qu'un appartement à 200 000 euros est suffisant, même si tu pourrais éventuellement te permettre 350 000, qu'une voiture à 15 000 euros est adéquate même quand les collègues en conduisent à 40 000. Que ta garde-robe actuelle est satisfaisante même si ton revenu pourrait soutenir des upgrades constants. Définir assez crée une ligne d'arrivée. Sans elle, tu cours une course sans fin où l'expansion du style de vie dépasse toujours la croissance du revenu. Peu importe ta vitesse, tu n'arrives jamais. Avec elle, tu atteins un point où tout revenu supplémentaire va entièrement à l'épargne et à l'investissement. La personne qui a défini assez à 1 800 euros de dépenses mensuelles, puis qui gagne 3 000 euros, construit de la richesse à un rythme extraordinaire. 1 200 euros par mois qui vont directement vers la liberté financière. Pendant ce temps, quelqu'un qui gagne les mêmes 3 000 euros mais redéfinit constamment assez vers le haut pourrait n'épargner presque rien. L'écart entre ces deux personnes n'a rien à voir avec le revenu. Il a tout à voir avec le fait d'avoir fixé une ligne d'arrivée ou d'avoir laissé les poteaux se déplacer avec chaque augmentation. Règle 6. Mesure ta richesse par l'optionalité, pas par l'accumulation. La vision conventionnelle mesure la richesse par ce que tu as. Maison, voiture, possession, les marqueurs visibles du succès. Les gens qui ont toujours de l'argent mesurent la richesse différemment. Ils la mesurent par ce qu'ils peuvent choisir. Est-ce que tu peux quitter un emploi qui détruit ta santé mentale? Est-ce que tu peux prendre 3 mois pour gérer une urgence familiale? Est-ce que tu peux déménager dans une autre ville pour une relation? Est-ce que tu peux lancer une entreprise sans revenu garanti? Est-ce que tu peux dire non à des opportunités qui payent bien mais qui te coûtent quelque chose de plus important? Ces options, cette optionnalité, représentent la vraie richesse. Et l'optionnalité n'est disponible qu'aux gens qui ont construit une marge substantielle entre leurs revenus et leurs dépenses. La personne qui gagne 5 000 euros mais en dépense 4 800 n'a presque aucune optionnalité. Elle est enchaînée à son besoin de revenus. Elle ne peut pas accepter une baisse de salaire. Elle ne peut pas prendre de risques. Elle ne peut pas dire non. Son style de vie en a fait la prisonnière de ses propres revenus. La personne qui gagne 1 900 euros mais n'en dépense que 1 400 a une optionnalité extraordinaire. Elle peut absorber les chocs. Elle peut prendre des risques de carrière. Elle peut prendre des décisions basées sur ce qu'elle veut réellement et non sur ce dont elle a financièrement besoin. Chaque achat n'est pas seulement un échange d'argent contre un objet. C'est échanger de l'optionnalité contre une possession. La question que posent les gens qui ont toujours de l'argent avant chaque achat, c'est celle-ci. Est-ce que cet objet vaut la réduction de ma capacité à faire des choix libres sur ma vie? Parfois, la réponse est oui. Un bon logement dans un bon quartier, absolument. Un transport fiable, oui. Une alimentation de qualité qui soutient ta santé, bien sûr. Mais le quatrième, abonnement streaming, le téléphone upgradé, la veste de marque qui remplit la même fonction que celle que tu as déjà. Quand tu formules l'achat comme un échange contre ta liberté, la plupart de ces décisions deviennent très simples. Ces 2 appartements que j'ai décrits au début, tu te souviens du twist. Tu savais déjà lequel avait le plus d'argent. Tu t'es trompé. Parce que l'argent visible et l'argent réel sont 2 choses complètement différentes. La porte de droite, celle de la personne qui gagne 1 900 euros avec 11 mois de dépenses en réserve, appartient à quelqu'un qui applique ces règles de façon cohérente. Elle n'y est pas arrivée par un revenu exceptionnel. Elle y est arrivée par une clarté exceptionnelle sur ce qui compte vraiment. La porte de gauche, celle de la personne qui gagne 3 200 euros avec 1 400 euros d'épargne, appartient à quelqu'un qui n'a jamais remis en question l'hypothèse que plus de revenus signifie plus de choses, et que plus de choses signifie une meilleure vie. Ces 2 modes de vie sont disponibles, peu importe ce que tu gagnes actuellement. Le choix, c'est de décider si tu veux posséder tes possessions, ou si tu es à l'aise avec l'idée que tes possessions te possèdent. Parce que voici ce que personne ne te dit. La relation entre posséder moins et avoir plus d'argent est bidirectionnelle. Posséder moins crée plus d'argent, mais avoir plus d'argent rend aussi le fait de posséder moins naturel. Quand ton compte d'épargne est substantiel et que tes investissements croissent, l'envie d'accumuler diminue.
Le besoin psychologique qui pousse la plupart des consommations, le besoin de sécurité, de statut, de contrôle, se trouve satisfait par la solidité financière plutôt que par les possessions physiques. Tu n'as plus besoin des choses pour te sentir en réussite, parce que ton compte en banque te raconte déjà l'histoire que tu veux entendre. Parce que dépenser moins mène à épargner plus. Parce qu'épargner plus crée une vraie sécurité. Parce que la sécurité réduit le besoin émotionnel de dépenser. Parce que réduire les dépenses accélère encore davantage l'épargne. Chaque tour de ce cycle renforce le suivant. Les règles que j'ai décrites ne parlent pas de souffrance ou de privation. Elles parlent de reconnaître que la plupart des consommations n'améliorent pas réellement ta satisfaction. Des recherches montrent régulièrement qu'au-delà d'un niveau de base de confort et de sécurité, les achats supplémentaires contribuent de façon minimale au bien-être. Pourtant, la plupart des gens dépensent comme si le bonheur évoluait de façon linéaire avec les dépenses. Ce n'est pas le cas. Et les gens qui semblent toujours avoir plus d'argent que toi, même s'ils gagnent moins, sont simplement ceux qui l'ont compris les premiers. Ils dépensent assez pour être à l'aise. Puis, ils redirigent l'excédent vers la liberté, plutôt que vers l'accumulation. Ils finissent avec moins d'objets et plus de vie. Dis-moi honnêtement en commentaire, dans lequel des deux appartements vis-tu vraiment aujourd'hui? Et si tu veux construire une vraie liberté financière, une liberté solide, concrète et durable, abonne-toi. Ici, on apprend à transformer la peur en puissance.